Les pluies récentes sur le nord de la France n'y changent rien ou pas grand-chose. Nos ressources en eau sont toujours menacées. 68% des nappes phréatiques présentent des niveaux sous la normale, selon les données officielles du Bureau de recherche géologique et minière. Pour en discuter ce midi, j'accueille Irène Tolleret. Bonjour. Bonjour. Députée européenne du groupe Renew. Exactement. C'est le groupe macroniste ? Oui. Et vous êtes aussi vigneronne au Pic Saint-Loup, dans l'Hérault. Vous êtes la seule vigneronne au Parlement européen ? De nationalité française, mais il y en a d'autres nationalités, oui. D'accord. Il y a un Belge. Alors, l'agriculture française, c'est la question qu'on va se poser ce midi. L'agriculture française va-t-elle arriver à s'adapter assez rapidement au dérèglement climatique ? Je crois que pour qu'elle arrive à s'adapter, il faut aussi que les consommateurs l'accompagnent en achetant au bon prix des bons produits français. Donc c'est l'œuf et la poule. Si on ne paye pas le bon prix, c'est compliqué. Et face au changement climatique, les agriculteurs, ils ont à faire leur transition. Mais cette transition, quand on va du point A au point B, il faut être accompagné par les ventes. Mais est-ce qu'il n'est pas déjà trop tard ? Est-ce qu'on n'aurait pas dû engager l'évolution de l'agriculture et de nos modes de consommation ? Du coup, les deux sont liés. Il y a longtemps, il y a une vingtaine d'années, est-ce qu'on a eu suffisamment de courage ? Alors, je pense que pour la partie agricole, il y a beaucoup de choses qui ont évolué ces 20 dernières années. Il y a beaucoup de travail sur la recherche qui a été fait, les changements dans les systèmes d'irrigation. Après, au niveau de la prise de conscience du grand public qu'on a cette année, effectivement, on ne l'avait pas avant, parce qu'on était dans les années d'abondance, qu'on ne s'était jamais posé la question. Voilà, maintenant, ce travail collectif, il n'est pas encore fait. Et le rôle du politique qui est d'impulser ces changements, ces évolutions, est-ce qu'on n'a pas eu une vision quand même relativement court-termiste ? Est-ce qu'on ne s'est pas dit d'année en année que ça irait mieux l'année d'après ? Je pense qu'on n'avait pas la prise de conscience du fait qu'on allait pouvoir manquer d'eau comme on manque d'eau et que les usages divers et variés de l'eau, il fallait qu'on les re-questionne. Moi, j'étais maire d'un petit village. Quand le maire d'un petit village fait respecter l'arrêté préfectoral de pas vider les piscines, il ne se fait pas accueillir avec des bouquets de fleurs. Il se fait accueillir avec des tombereaux d'insultes. Et ça, je vous parle pas de 2022, j'étais élue en 2014. Donc, je crois que toute cette prise de conscience, je pense que c'est aussi à l'école, ou peut-être à l'école, il faut qu'on commence très tôt à parler du fait que notre nature, on doit peut-être retrouver des gestes d'antan sur l'économie d'eau. Alors, vous nous appelez bien sûr pour réagir au 0826 300 300 et nous sommes avec Camille de Saint-Rémy-de-Provence. Bonjour Camille. Bonjour. Bonjour. Vous êtes vous-même agricultrice en bio, c'est ça ? C'est ça, notamment, je suis agricultrice maraîchère et arboricultrice sur la commune de Saint-Rémy-de-Provence. Ouais. On fait beaucoup de bio, on fait également encore un peu de conventionnel, mais voilà. Et pour vous, le dérèglement climatique a eu quelles conséquences et a encore quelles conséquences ? Et quelles conséquences vous en tirez d'ailleurs ? C'est-à-dire que le dérèglement climatique, il est de plus en plus visible pour tout le monde et notamment pour nous qui vivons avec la nature. Ça fait quand même pas mal d'années qu'on travaille sur les raisonnements d'économie d'eau, notamment, et puis pour tout le reste, pour l'amélioration de manière générale, l'amélioration continue de nos pratiques environnementales et agricoles. C'est sûr que là, ça s'accélère ces derniers temps et je dirais que pour nous aider à continuer à aller dans ce sens-là, parce qu'il est bien évidemment hors de question de revenir en arrière sur des pratiques qui étaient moins respectueuses, mais qui sont qu'on a dépassées depuis longtemps pour nous inciter à aller encore de l'avant. Le problème, c'est qu'il nous faut des moyens. Et comme le disait Madame Tolleret, effectivement, pour avoir des moyens, c'est le commerce qui nous fait progresser aussi, parce que sans argent, on va pas très loin. Et donc, effectivement, il faut non seulement un engagement fort du gouvernement pour nous accompagner dans cette progression, et puis par ailleurs, une prise de conscience qui avait été initiée au moment du Covid, mais qui a rapidement été oublier de l'importance de la production française et de la souveraineté alimentaire, parce que tout ça c'est lié, tout est très lié. On peut parler d'agriculture biologique qui, je le rappelle, n'est pas du tout opposable au conventionnel, puisqu'en France on a quand même des pratiques qui sont extrêmement poussées dans le respect de l'environnement, notamment par
par tout un tas de démarches de certification qu'on peut acquérir. Donc voilà, l'important, c'est vraiment qu'il y ait une vraie prise de conscience et des consommateurs et surtout un accompagnement, un réel accompagnement du gouvernement sur ces problématiques-là, parce qu'aujourd'hui on est en plus de toutes les contraintes climatiques que nous vivons en ce moment de plus en plus, on a aussi une crise quand même importante sur notamment toute la partie commerce, parce que c'est très difficile cette année. On voit bien que le pouvoir d'achat est en baisse et on fait face à des pratiques commerciales qui sont pour nous, on pensait derrière nous, et là on voit que ça revient notamment sur des marges importantes de la part des distributeurs, alors que nous on sait combien on vend nos produits, quand on les vend en magasin ça fait un peu hurler. Oui. Vous parliez d'un engagement fort du gouvernement qui serait nécessaire. J'élargirais en parlant d'un engagement fort de l'Europe, puisque Mme Tolleret est députée européenne, je le rappelle. Quel type d'engagement vous attendez des pouvoirs publics financiers ? C'est financier, c'est pas tellement financier, parce que bien sûr qu'on a des engagements financiers nous aideraient, mais c'est plus au niveau de l'encadrement des pratiques commerciales, notamment sur la régulation des marges, où là on a un réel problème. C'est qu'en fait ce que voit le consommateur, ce n'est pas ce qui se passe réellement dans nos relations commerciales. Quand on parle d'inflation du fruits et légumes dans des grandes enseignes, nous on n'a aucune inflation au niveau de nos prix de vente. On est plutôt sur des moyennes de prix qui sont bien plus inférieures à ce qu'on a pu connaître les années précédentes, alors qu'on est en coût exponentiel. On est sur des niveaux de coûts de production qui n'ont rien à voir avec les années précédentes, parce qu'effectivement on a pris énormément on a un pourcentage d'évolution des coûts qui est vraiment trop important par rapport à ce qu'on vend. Et ça se voit pas. Ça ne se voit pas parce qu'il y a vraiment aucune régulation de marge au niveau des grands distributeurs. Et donc voilà, c'est surtout sur ce volet-là qu'en fait on demande un accompagnement, parce que nous on ne peut pas faire grand-chose quand en plus les consommateurs, chaque fois qu'ils allument la télé, on leur parle de l'inflation au magasin, qu'il n'y a plus de pouvoir d'achat, etc. Donc c'est ce qu'ils voient, et nous c'est pas ce qu'on vit, quoi. Nous on n'est pas en inflation de prix de vente. Merci beaucoup Camille, vous nous appelez des Bouches-du-Rhône. Madame la députée, qu'est-ce que ça vous inspire, le témoignage de Camille, qui a une exploitation agricole dans le maraîchage avec la production de légumes? Alors je suis complètement d'accord avec ce qu'elle a dit. Je suis d'autant plus d'accord que j'ai fait une question écrite à la Commission européenne justement sur ce point des pratiques des distributeurs en France, mais au niveau européen, qui jouent pas le jeu. Et nous, à un moment donné, comme elle l'a très bien dit, nos paysages, notre culture sont liés à une production française et européenne. Donc on a des agriculteurs qui jouent le jeu justement d'améliorer leur pratique. Il faut que derrière les consommateurs puissent trouver ces bons produits au juste prix. Je voudrais rajouter qu'il y a un acteur qui n'a pas été mentionné, ce sont les collectivités locales, parce que les collectivités locales, elles peuvent faire de grandes choses, que ce soit au niveau des régions ou des départements, pour avoir des filières de circuits courts organisées, les favoriser de manière à ce que les agriculteurs s'en sortent par le haut. C'est-à-dire le travail d'un agriculteur qui améliore ses pratiques, il doit être payé, et le consommateur, il doit pouvoir manger ces bons produits-là au bon prix. Alors je reviens quand même à ces questions d'eau, de nappes phréatiques qui sont pas à sec partout, mais en tout cas qui sont en déficit. 43% de l'eau serait consommée par l'agriculture. Il y a quand même une énorme responsabilité de nos agriculteurs pour faire évoluer les pratiques, notamment les questions d'irrigation, etc. Alors oui et non. C'est-à-dire le chiffre de 43% de la consommation d'eau, en fait, si on regarde les prélèvements de l'agriculture, c'est 8%. Donc en fait, on a isolé là-dedans l'eau et on considère que l'eau qui part dans les stations est remise dans la nature et dans le circuit hydrologique. Donc en fait, on pointe du doigt les agriculteurs sans regarder d'autres vastes consommations d'eau qui pourtant sont
à arrêter quand on est en manque d'eau. Typiquement, arroser les pelouses, vider les piscines, toutes ces consommations d'eau là. Donc il faut qu'on ait un grand plan sur l'eau en se disant que la consommation vitale humaine, elle est prioritaire, bien sûr, mais que la consommation pour l'agriculture, elle est aussi prioritaire pour deux raisons. Parce que d'abord, on doit manger. Donc sans agriculture, sans eau, il n'y a pas d'agriculture. Accessoirement, la photosynthèse a besoin d'eau pour se faire. Donc ça permet aussi de faire la photosynthèse, c'est ce qui permet de réduire les émissions de gaz à effet de serre et c'est très positif. Et donc je crois qu'il faut qu'on tous ensemble, on se dit, on a un gros challenge et on doit changer nos usages de l'eau, mais en priorisant le fait d'utiliser moins d'eau, tous, de réutiliser l'eau quand on le peut. J'avais une discussion avec le préfet de l'Aude au moment où il y a eu des grosses tensions sur l'eau. Eh bien, j'ai appris que les ambulances, elles étaient lavées tous les jours avec de l'eau potable. Est-ce que cette eau potable, si vraiment c'est obligatoire qu'on lave les ambulances, est-ce que cette eau potable, on peut la stocker, la retraiter et la remettre pour de l'irrigation, mais pas la rejeter dans des stations qui vont aller à la mer? Oui, mais tout de même, là vous regardez ailleurs. Moi je veux bien que si je me brosse les dents un peu moins longtemps, ça sera bon pour la planète et pour nos nappes phréatiques, mais pour l'agriculture, l'irrigation, les écologistes continuent par exemple de dénoncer le système des bassines. Le ministre de l'Agriculture, lui, parle de solutions vertueuses et nous dit que le risque, ce serait de produire moins et donc d'importer davantage. Je suis complètement alignée. Où est la vérité? Alors je suis complètement alignée avec ce que dit le ministre de l'Agriculture et au niveau européen aussi. Donc je ne pense pas qu'on doit pomper de l'eau dans des nappes phréatiques. Je pense en revanche que une des caractéristiques du changement climatique, c'est que les pluies tombent différemment, pas au bon moment. Et donc, stocker cette eau de pluie l'hiver, quand elle est en abondance, pour pouvoir la réutiliser l'été en agriculture, me paraît quelque chose d'extrêmement vertueux, parce que sinon, on produira moins. Et si on produit moins, on importera plus, parce qu'on va quand même continuer à manger. Oui, mais si on produit moins de maïs, par exemple, qui est une culture particulièrement gourmande en eau, et qu'on exporte, là, pour le coup. Alors, je suis complètement d'accord sur le fait qu'il y a une transition à faire. Et d'ailleurs, je crois que les chambres d'agriculture régionales ont toutes travaillé sur des plans depuis 2009 pour arriver à identifier le potentiel nourricier des sols et essayer de mettre la meilleure culture au meilleur endroit. Et bien entendu, avec les risques liés au climat, il me semble un grand bon sens paysan d'aller vers plus de polyculture et donc qui permettra d'avoir des rotations de culture qui permettront de mieux nourrir en utilisant moins d'eau. Alors l'agroclimatologue Serge Zaka, qu'on reçoit régulièrement sur cette antenne, dit que 70% des efforts à faire pour s'adapter au dérèglement climatique n'ont pas encore été faits. Ça veut dire qu'on n'a pas fait grand-chose. Je pense qu'il a raison dans le sens où déjà on a un texte qui est sur la table au niveau européen et que on traîne, qui est sur des nouvelles techniques de recherche pour améliorer les plantes. Parce que typiquement sur le maïs, sur d'autres cultures, on peut trouver des plantes qui ont moins besoin d'eau. Donc c'est essentiel, ou qui ont un rythme de développement de la plante qui fait que elles arrivent à maturité en dehors de périodes de sécheresse. Donc l'ensemble de ces outils doivent être tous mis sur la table. On n'a pas une bonne solution, on a plein de petites solutions, il faut que toutes on les fasse évoluer. Irène Tolleray, députée européenne du groupe Renaissance et Vigneronne par ailleurs, vous restez avec nous, on revient juste après la pause et vous réagissez, vous intervenez évidemment au 0826 300 300 sur Sud Radio. À tout de suite. Comment l'agriculture française peut s'adapter, évoluer, s'adapter à cette sécheresse qui impacte nos nappes phréatiques? C'est le sujet dont on discute ce midi avec Irène Tolleray, députée européenne du groupe Renew, et Vigneronne dans l'Hérault, au Pic Saint-Loup. Nous sommes avec Philippe qui nous appelle d'Angers. Bonjour Philippe. Bonjour. Vous nous appelez au 0826 300 300 et vous vouliez témoigner, réagir à cette thématique que nous abordons ce midi. Oui, alors par rapport aux intervenants précédents, je voudrais préciser qu'on va bientôt arriver à 25% d'importation de notre alimentation.
Et ça n'a rien à voir avec la sécheresse et l'irrigation. L'irrigation, moi je la pratique encore. Ça permet de faire des gains de productivité, mais qui ne tombent pas dans la poche des paysans. Ce qui fait qu'on est dépendant, c'est la libre circulation des biens, des hommes, des marchandises et des capitaux. C'est le fait que des plateformes de l'agroalimentaire et de la grande distribution mettent en compétition les paysans à travers le monde. Ça, c'est le premier point. Concernant l'irrigation, la sécheresse, il faut revoir le modèle en fonction des territoires. Alors, dans les départements, il faut du stockage, évidemment. Démarrer les plants de vigne, il faut de l'eau. Un horticulteur, lui faudra de l'eau. Un maraîcher, lui faudra de l'eau. Ça, c'est bien évident. Les cultures spécialisées. Mais après, attention. Sur la grande culture, ce n'est pas rentable dans certains départements d'aller faire du stockage pour irriguer, pour nourrir des bovins. Et on n'a pas de marge avec les bovins. Parce qu'on va sur des marchés à l'exportation ou en compétition avec des Indiens ou des Allemands, ou etc. Et là, c'est pas la peine de subventionner de l'irrigation pour aller sur ces schémas-là. Le contribuable, il paye déjà très cher. Le budget des ménages, on estime qu'il est arrivé, il était à 13, on estime qu'il est à 16. En fait, c'est faux. Hein. Il est proche de 20. Parce que si on rajoute toutes les subventions à l'agriculture, on est totalement perfusé. Donc, faire du stockage irrigué, oui, mais pas n'importe où et pas n'importe comment. Et à condition qu'il y ait une valorisation derrière. Parce que faire du stockage pour que l'agriculteur ne gagne pas sa vie, ça sert à rien. Ça va développer un tas de secteurs comme on les a développés déjà depuis 30-40 ans. Ça fait du business pour les entreprises, mais l'agriculteur, lui, il n'en tire aucun profit. Et ça part souvent à l'exportation. Donc ça n'a rien à voir avec l'autonomie agricole, ça. On peut avoir de l'autonomie sans faire des grandes bassines partout. Il faut le raisonner en fonction des régions. Vous parliez des bovins, si je comprends bien votre raisonnement, il faudrait lever le pied sur l'élevage et donc nous, consommateurs, manger moins de viande, c'est ça ? Non, pas lever le pied sur l'élevage, mais suivant les régions où il y a de faibles pluviométries. La culture du maïs, si vous montez des bassines que vous allez subventionner pour faire du maïs au sud de la Loire, le gars, il va travailler un coût énorme, il va faire... On vous a perdu, Philippe, mais on a compris le raisonnement. Irène Tolleret, qu'est-ce que vous répondez à Philippe ? Deux choses. D'abord, au niveau de l'agriculture, l'ensemble des mécanismes agricoles qui encadrent, y compris avec des gros budgets, sont la politique agricole commune. Et donc, si on a des budgets qui nous permettent, dans ce cadre de cette politique agricole commune qui a été votée, de déployer de l'irrigation, je crois qu'il est important qu'on le fasse parce que le changement climatique, avec ces changements de temporalité et de rythme et d'intensité de pluie, fait que on peut se retrouver avec des périodes de sécheresse si on n'a pas des stockages temporaires, parce que tant qu'on ait changé nos plantes, et aujourd'hui on travaille sur des plantes qui avaient l'habitude d'avoir la pluie à un certain moment, donc si elle est plus à ce moment-là, il faut bien qu'on les irrigue. Voilà. Donc soit on a le temps on se donne le temps de développer de la recherche avec des plantes qui sont adaptées à ces nouvelles données climatiques. Aujourd'hui, on ne les a pas. Soit on se dit que par sécurité, le fait d'avoir des infrastructures de stockage des pluies quand on est en période d'abondance, pour pouvoir les réutiliser quand on est en besoin au niveau de l'agriculture, c'est important. Mais on les connaît, les plantes qui ont besoin de moins d'eau. Il n'y a pas que les plantes, il y a aussi l'élevage. Par exemple, quand il y a eu la grosse sécheresse dans l'Aude et les Pyrénées-Orientales, les éleveurs, ils ne savaient pas comment donner à boire à leurs troupeaux. Ouais. Donc c'est terrible pour un éleveur. Donc je crois que sur l'élevage, il faut qu'on mange mieux de viande. Mieux, c'est moins. Pas forcément, parce que je pense pas forcément, parce que aujourd'hui on a augmenté notre consommation de viande avec y compris des produits d'importation qui sont mis par exemple dans des circuits de restauration collective ou de choses comme ça. Le consommateur est aussi le juge arbitre. Quand lui il va acheter cette viande là ou quand il consomme cette viande là, c'est un peu au détriment des éleveurs français et européens. Et pourtant les éleveurs français et européens ils font du stockage carbone dans le sol, ils font des prestations environnementales, ils entretiennent nos paysages, et donc je pense que c'est très important
je suis complètement d'accord avec ce qu'a dit Philippe, je crois. Il faut des solutions locales. C'est-à-dire qu'on n'a pas le même besoin d'eau en fonction des endroits et en fonction des cultures qu'on a. Donc il faut qu'on ait des plans puissants, locaux, en embarquant toutes les parties prenantes. Philippe, vous êtes revenu, vous êtes convaincu par ce que dit Irène Tolleray ? S'il vous plaît, après le projet, il faut que l'agriculteur il en tire un revenu. Parce que faire de l'irrigation, si vous n'avez pas de revenus, nous on est nombreux à irriguer, vous pouvez irriguer tant que vous voudrez, l'irrigation n'est pas synonyme de revenus. Et après l'autonomie, dans les régions où il n'y a pas ou moins d'irrigation, vous pouvez faire de l'élevage pareil. Simplement, vous allez être moins intensif, vous aurez moins d'animaux à l'hectare. Mais ça c'est quelque chose qui se prépare. Par contre, pour les cultures spécialisées, comme je vous ai dit tout à l'heure, horticulture, maraîchage, démarrer les plants de vigne, là vous pouvez pas y couper. Il faut un peu d'irrigation. Mais c'est pas ça qui consomme beaucoup d'irrigation. C'est surtout la grande culture. Et sur les grandes cultures, il faut raisonner en fonction des territoires et regarder si on a toujours intérêt à faire du stockage. Il y a des endroits où on a intérêt à faire du stockage, mais il y a des régions où on a intérêt à faire un autre mode d'agriculture. Et évoluer vers d'autres cultures, qu'est-ce que vous en pensez, Philippe ? Est-ce qu'on devrait développer la culture sur des produits comme la figue, la pistache, l'olive, par exemple ? Par exemple, le sorgho. Alors, si vous voulez, un des problèmes sur le bovin, c'est que qui dit maïs dit soja. Et dit importer de la protéine de l'autre continent. Donc, ça nous rend dépendants. Donc, le maïs, il faut le garder, mais il faut sans doute le raisonner. Parce qu'il nous rend dépendants de la protéine du soja. Vous voyez ce que je veux dire ? Nous avons donc un plan protéines européen, enfin, sur la table, qui devrait sortir, je pense, pour la fin de cette année ou début d'année prochaine. Parce qu'effectivement, le sujet de l'autonomie protéique européenne est un sujet qui est très important. Et on doit être au rendez-vous pour tous les éleveurs, tous les consommateurs, quitte à aussi remplacer quelques protéines animales par des protéines végétales, les légumineuses. Il y a des choses très intéressantes à développer. Et encore une fois, ce travail aussi sur la recherche pour avoir des plantes qui soient mieux adaptées au climat. Alors cette sécheresse est la 3e en 4 ans. Est-ce qu'il faut considérer que désormais les années dites normales deviendront une exception ? C'est un petit peu ce que je disais tout à l'heure sur le fait qu'il me semble de la bonne gestion de père de famille, de se dire que ce qu'on vit aujourd'hui, on risque de le revivre et donc se donner des outils de stockage me paraît une très bonne chose à faire. Je voudrais aussi dire que les outils de stockage de l'eau peuvent servir par exemple pour les pompiers en cas de risque incendie qui est en train de monter vers le nord et c'est très important de se dire que quand on a un incendie, si les pompiers n'ont pas accès à de l'eau, ils peuvent pas l'éteindre. Donc c'est important qu'on fasse très attention à la réutilisation de l'eau. Je voudrais et pas de l'eau potable nécessairement. Exactement. Par exemple, en Occitanie, l'ensemble des caves coopératives a mis à disposition l'ensemble des eaux usées des caves pour les pompiers. Et ça fait des quantités importantes. Il faut qu'on réutilise l'eau. Quand on habite de plus en plus en ville, ça veut dire qu'on a de plus en plus d'eau qui sortent de ces stations d'épuration qui vont plutôt directement à la mer. Donc c'est important que cette eau-là aussi, cet excès d'eau qui vient de l'apport de population, on sache le réutiliser sur les enjeux prioritaires qui pour moi sont la consommation humaine vitale et l'agriculture. Donc c'est un réseau parallèle qu'il faut petit à petit construire, sauf que le réseau principal, il est plein de trous aussi. Il y a dans certaines communes plus de 30% de l'eau potable qui est perdue à cause des fuites. Comment l'expliquer cette situation aujourd'hui en 2023 et comment y remédier ? Ça vient du fait que les maires qui sont élus par des concitoyens, en fait, plus le prix de l'eau était bas, plus c'était un argument électoral et effectivement plus le prix de l'eau est bas, moins on fait les travaux pour entretenir les réseaux. Donc c'est un truc un peu un cercle un peu vicieux et donc il y a un plan eau qui a été mis en place, il y avait même des communes où on était à plus de 80% de pertes. Donc on a vraiment c'était le temps de l'abondance de l'eau. Ce temps il est derrière nous, tout le monde doit faire un effort et je crois que c'est important qu'on le fasse tous ensemble surtout. Puisque vous êtes vigneronne, Irène Tolleray, comment
se présentent les vendanges du côté du Pic Saint-Loup? Alors le Pic Saint-Loup a une caractéristique climatique qui on a plus de pluie qu'ailleurs, donc on n'a pas les problèmes que par exemple ont nos collègues de l'Aude sur l'eau au jour d'aujourd'hui. Et puis on avait des ancêtres prévoyants qui avaient déployé des réseaux d'eau brute qui permettent éventuellement d'avoir des appoints. Donc je crois que c'est important de se dire que nos ancêtres, ils ont réussi à faire le lac du Salagou dans les années 50-60. C'était une réserve d'eau agricole à l'époque. Donc il faut qu'on se dise que l'homme, au fur et à mesure de son évolution, il a toujours géré l'eau. L'oppidum dans ses ruines, le pont du Gard, c'est une adduction d'eau qui date des Romains. Donc voilà, le changement climatique s'intensifie. On a un problème de plus important sur l'eau. On doit être au rendez-vous, continuer à investir dans la recherche pour l'agriculture pour avoir moins d'eau, plus de réutilisation d'eau, des plantes plus résistantes, même des vaches qui ont peut-être besoin de boire moins d'eau, pourquoi pas. Et qu'on arrive on ait une recherche qui nous permette d'avoir besoin de moins d'eau, et en même temps que nous, dans nos usages de l'eau, eh bien on la réutilise. Je me souviens de ma grand-mère, quand elle lavait l'eau des légumes, l'eau des légumes, après, elle servait à arroser le jardin. Donc, il faut le bon réflexe. Et donc, pour les maires, ça s'appelle un 3e réseau quand on met des nouvelles surfaces en urbanisation. Ça prendra un peu de temps. Merci beaucoup, Irène Tolleray.